c'est pas avec ça que vous deviendrez puissamment riche, mais c'est sur ces 4% réels que vous pouvez bâtir une épargne solide, durable, et qui vous permettront de passer les troubles politiques qui arrivent. Là, vous passez dans ce qu'on appelle une récession inflationniste. Et là, il faut avoir que du cash. Et c'est là, en haut à gauche, qu'ont lieu tous les grands bear markets. C'est là où vous prenez votre claque. Et ce qui est amusant, c'est que symétrique par rapport à celui qui est en bas à droite, comme vous le voyez, c'est symétrique. Et c'est dans celui en bas à droite que vous avez tous les grands marchés haussiers. Donc en 1. En 1, vous avez tous les grands marchés haussiers en bas à droite. Et en 3, vous avez tous les grands marchés baissiers. Donc, ce qu'on essaye de faire de la façon dont il s'écarte, c'est pas toujours facile de savoir où on est. Mais non. Mais on peut mesurer la distance, ça paraît curieux, mais par rapport au point extrême, tu vois, où sont les marchés par rapport à ça. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir, est-ce que si on est très loin, il n'y a pas de risque. Mais si on commence à se rapprocher, à ce moment-là, on se barre. Parce que tu ne peux pas savoir l'étendue de la baisse qui va arriver. Tu sais qu'une baisse va arriver, mais tu sais pas si ce sera 10 ou 50%. Mais tu sais simplement qu'une baisse est en train d'arriver. Donc à ce moment-là, pour réduire ton risque, la seule façon, c'est de se barrer. Là, c'est ce que tu disais, il faut pas ramasser des pièces jaunes devant voilà. Voilà. Et en bas, vous avez souvent le résultat qui peut arriver quand il y a des grosses erreurs qui sont faites, comme les années 30 ou le Japon pendant 20 ans. 92. C'est de 92. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous n'avez que des obligations d'État, à condition qu'ils ne fassent pas faillite. À condition, enfin, je veux dire, des obligations d'État d'un État qui voudrait dire quelque chose. Parce que, encore une fois, on ne va pas chez les obligations d'État françaises en ce moment. Alors, il faut que ça soit un État... Je vais faire 2 ou 3 remarques ici qui sont assez simples, mais qui sont importantes. Quand vous regardez ça comme ça, vous vous rendez compte qu'à droite, vous pouvez acheter soit des actions, soit de l'or. C'est-à-dire, c'est de la propriété. C'est à vous. Vous possédez ça, c'est à vous. Quand vous passez à gauche, vous achetez des contrats. C'est que vous achetez soit du cash, qui est un contrat, soit des obligations, qui est un autre contrat. Donc, ce qui est très intéressant, c'est ce que dit Musk, et là, c'est une notion extrêmement subtile, mais je vous demande, il faudra que vous y réfléchissiez. C'est que dans le fond, ce que dit Musk, c'est qu'il dit que le système capitaliste, c'est ce qu'il y a à droite, là. L'or et les actions, ça, c'est vraiment là où se passe la production, les profits, etc. Et à gauche, c'est le système que l'homme a inventé pour mesurer le système de droite. C'est-à-dire que là, tu as des valeurs. Tu sais, que, par exemple, que Air Liquide, ça a une valeur. Mais quel est son prix? Ça varie tout le temps, tu vois. Et donc, on a inventé le système de gauche, et ce que Musk dit, c'est le système d'exploitation du capitalisme, c'est-à-dire c'est Good job. Un système d'information, on appelle ça en anglais l'operating system du capitalisme, où il y a les prix. Mais on est dans un système très très bizarre, et ça paraît idiot ce que je vais vous dire, mais là vous avez des prix, mais vous n'avez pas de valeur à gauche. Mon amour. Et à droite, vous avez de la valeur et pas des prix. C'est-à-dire, il y a une phrase de Warren Buffett sur laquelle vous devez réfléchir, c'est quand vous achetez quelque chose que vous payez ce qui est le prix, et ce que vous gardez, c'est la valeur. C'est-à-dire qu'il faut bien faire la différence qu'il y a la valeur, c'est ce que ça va produire dans les années qui viennent, et le prix, c'est ce que vous payez aujourd'hui pour cette valeur. Mais c'est 2 choses différentes. Et le prix dépend complètement de ce qui se fait à gauche. Donc si vous avez une banque centrale qui commence à être gérée par le LFI, à ce moment-là, ça veut dire que tout ça ne vaut plus rien, tous les trucs à gauche ne valent plus rien, et qu'il faut vous réfugier à droite. Et ce que j'essaye de dire, c'est qu'il faut bien comprendre que c'est un système complexe. Vous avez d'un côté le système des prix qui est un peu gouverné par l'État et 5 ou 6 mecs, et de l'autre côté, vous avez le système des valeurs qui est géré et qui est le résultat de milliards de mecs qui font des transactions ensemble. Et donc, de temps en temps, ça coince, parce qu'il y a ceux-là qui essayent de prendre le pouvoir sur l'argent pour pouvoir s'acheter des valeurs sans les payer. Tu sais, c'est la corruption, quoi. Donc, je veux dire, c'est un système compliqué. Et les marchés financiers, ça n'est rien d'autre qu'une espèce de tentative par l'homme pour essayer de mesurer la valeur dans le temps. Et c'est pas... et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est en mettant cette carte, on essaye d'expliquer est-ce que la valeur va l'emporter sur le prix et le prix sur la valeur, mais il faut bien vous rendre compte que vous êtes en face d'un système compliqué, qu'on essaye de simplifier pour vous aider à naviguer là-dedans, quoi. C'est une carte. Donc ça, c'est la première chose. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer
avant que je quitte les quatre cadrans, là, ce que je voudrais vous dire, c'est ce qui est intéressant, c'est que chacun des cadrans a un actif de préférence. Quand tu es en bas à droite, c'est les actions. Quand tu es en haut à droite, c'est l'or. Quand tu es en haut à gauche, c'est le cash. Et quand tu es en bas à gauche, c'est les obligations, tu vois. Donc, tu as 4 grands actifs comme ça. Mais quand tu dis le cash, il s'agit aussi de savoir le cash dans quelle monnaie, parce que non, là, c'est dans la monnaie de ton pays. La monnaie de ton pays, d'accord. Là, c'est la monnaie de ton pays. C'est la Warren Buffett. C'est la Warren Buffett. Tu regardes ton pays, tu regardes pas le reste du monde. On y viendra après peut-être un jour, mais ça devient un peu plus compliqué. Donc, alors je vais vous montrer maintenant quels sont les outils que vous pouvez utiliser dans le marché, dans ces 4-là, ces 4 outils. Alors, le premier, c'est les bons du trésor à 3 mois. Comment vous achetez des bons du trésor à 3 mois? Vous avez ce qu'on appelle des fonds de trésorerie, ou qu'on appelait autrefois des SICAV monétaires. C'est la même chose, c'est pas grave. Alors qu'est-ce que c'est? C'est dans le fond, quand l'État a besoin d'argent à court terme, comme ça, pour payer des trucs, et il émet des bons du trésor à 3 mois. C'est-à-dire que vous signez un contrat avec l'État, vous lui donnez vos 100 euros, il les prend et il vous rendra 3 mois plus tard, si les taux d'intérêt sont à 4, 101 euros. Tu vois, c'est beau. Bon. Donc, ça, c'est des trucs à très court terme. Et vous voyez en bas le graphique qui va apparaître maintenant sur votre écran, qui est en page 19 dans le livre. Vous voyez que les taux d'intérêt de 2000, c'est depuis le début de l'euro, mettons. Vous voyez, ça se baladait entre 4 et 5. Et puis, il y a eu la grande crise de 2012 en Europe, M. Draghi qui sauve l'euro. Et on met des taux d'intérêt négatifs. Oui. Sur lesquels tu t'es amplement j'ai expliqué que c'était une monstruosité. Voilà. Et puis, comme ça déclenche de l'inflation, ils sont obligés de monter les taux. Donc, vous voyez, on est passé... Donc, ça, c'est ce que vous pouvez acheter. Vous pouvez acheter ça, c'est des ETF, c'est des fonds obligataires. C'est très facile à acheter. Et toutes les plateformes ont une connexion directe avec quelqu'un avec un ETF, oui. C'est aucun problème. Non, ça, mais les obligations du bon du trésor, c'est pas difficile. Les trucs à court terme, c'est très facile. Donc ça, c'est le premier, le cash. Vous passez maintenant au deuxième, qui sont les obligations. Et je voudrais vous rappeler une chose qui est très importante dans les obligations, que les gens comprennent pas toujours. C'est en page 24, donc le graphique numéro 3. Il faut bien que vous vous souveniez que quand les taux d'intérêt montent, vous achetez une obligation à 10 ans. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une obligation à 10 ans? C'est-à-dire que vous donnez vos 100 euros à l'État, et l'État, il va vous payer un loyer, ça s'appelle le loyer de l'argent d'ailleurs, qui va varier avec le temps, et il vous remboursera vos 100 euros à la fin. Tu vois, c'est donc, tu donnes 100 euros, tu touches un loyer, puis à la fin, tu retrouves 100 euros. Et je voudrais vous montrer que quand les taux d'intérêt montent, les obligations baissent, et quand les taux d'intérêt baissent, les obligations montent. Alors c'est un graphique qui est assez simple. Je le prends ici. C'est donc graphique numéro 3 dans le bouquin. Alors, la ligne... Imaginez que vous ayez un portefeuille d'obligations françaises à 10 ans, c'est-à-dire qu'ils seront remboursés en 10 ans, qui restent toujours à 10 ans. C'est-à-dire que quand ça arrive à 9 ans, vous les vendez, puis vous rachetez à 10 ans pour être toujours à 10 ans de duration. On appelle ça la duration, c'est-à-dire que tu maintiens ça à duration. Ça, vous aurez, si vous investissez, compte tenu des taux d'intérêt du moment, si vous investissez 100 échelle de droite en l'an 2000, au début de l'euro, vous voyez que votre portefeuille, qui est la ligne bleue, monte, parce que les taux d'intérêt baissent, et que vous réinvestissez les intérêts comme ça, au fur et à mesure, et vous arrivez quelque part en 2020 aux alentours de 225. Donc, vous avez fait 2,25 fois votre mise en 20 ans. C'est-à-dire que vous avez fait à peu près du 3 ou 4% par an. Et la ligne rouge, c'est les taux d'intérêt sur les nouvelles émissions à 10 ans. Et vous voyez bien que quand les taux d'intérêt baissent, c'est-à-dire, vous voyez, échelle de gauche, les taux d'intérêt sont à l'envers. Vous voyez la ligne rouge, vous voyez, vous passez de 3 à 2, à 1 à 0 à un moment, ce qui est une imbécilité, voire négative, ce qui est une complète imbécilité. Et vous voyez que la ligne bleue et la ligne rouge, c'est à peu près la même chose. Et puis les taux d'intérêt montent fortement à partir du moment où l'inflation arrive, et votre portefeuille obligataire qui valait 225, il vaut aujourd'hui 160, voilà par là, 160. Bon, vous voyez à quel point que quand les taux d'intérêt baissent, la ligne rouge qui monte,
la ligne bleue monte. Et quand la ligne rouge monte, ben, la ligne bleue... quand elle corrélation parfaite. Une corrélation parfaite, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est là vous... Je pourrais expliquer pourquoi, mais il faut bien se rendre compte. Donc vous n'achetez des obligations longues que si dans le fond vous pensez que les taux d'intérêt vont baisser. Parce que sinon, il vaut mieux se mettre en court terme. Bon. C'est difficile d'avoir une visibilité sur une décision. Sur les taux d'intérêt de nos jours, c'est décidé par la Banque centrale, et la Banque centrale, bien malin, qui comprend ce qu'elle fait. Alors la Banque centrale, elle va contrôler les taux d'intérêt courts, ça elle peut, c'est facile. Oui, bien sûr. Mais les taux d'intérêt longs, ça va être le marché. Parce que par exemple, aujourd'hui, les obligations françaises ont des taux qui montent par rapport aux obligations italiennes ou allemandes, etc., parce que la situation française est désastreuse. Ah oui, donc, c'est ce qu'on appelle le spread. Le spread se crée, c'est-à-dire que la Banque centrale, elle peut contrôler les taux courts, mais les taux longs, ça devient beaucoup plus difficile, parce que là, il y a beaucoup de pognon qui est en jeu. Donc ça, c'est, en quelque sorte... Un référentiel. Un référentiel, voilà. Et ça, j'ai décrit les deux trucs de gauche, tu te souviens, le cash et les obligations. Alors maintenant, on va passer aux deux trucs de droite. Alors, l'or, je vous montrerai des choses sur l'or, mais il n'y a pas besoin de graphique, mais l'or, c'est un actif qui est extrêmement intéressant, pour une raison assez simple, c'est qu'il est au passif de personne. Mm-hmm. Quand tu fais une transaction, si on fait une transaction entre toi et moi, je t'emprunte de l'argent ou tu m'empruntes de l'argent, je prends un risque, si je te prête de l'argent, que tu me rembourses pas. Bien sûr. C'est ce qu'on appelle le risque de la contrepartie. Si j'échange de l'or avec toi, il n'y a pas de contrepartie. Tu vois, tu dois pas faire quelque chose, une fois que tu m'as vendu ton or, c'est fini, il est à moi, puis c'est tout, quoi. Il y a plus de contrepartie. Donc c'est le seul actif au monde qui ne soit pas au passif de quelqu'un. La propriété valant titre, il est à toi. Il est à toi. Et alors, ce qui est intéressant, je fais une petite incidente ici, c'est un peu ce qu'est le Bitcoin. Ce qu'ils essayent de faire avec le Bitcoin, c'est de créer un actif qui soit au passif de personne. Exactement comme l'or. Donc, ils essayent de créer un or. Donc, c'est la première fois qu'il existe dans l'histoire une tentative de créer une réserve de valeur, parce que c'est ce que c'est, mais qui ne soit pas contrôlée par un État. Je trouve ça... Donc, le Bitcoin m'intéresse beaucoup. Les autres m'intéressent beaucoup moins. Mais le Bitcoin m'intéresse beaucoup parce que, du point de vue monétaire, c'est une vraie innovation. Ça peut être une révolution même. Le véritable gageur, ça va être sur un temps long de voir l'effet réserve de valeur. Est-ce que véritablement ça va prendre le pli? Est-ce que les gens vont épargner en Bitcoin? C'est-à-dire, ce que tu dis, c'est que la vraie question, c'est est-ce que ça va être accepté? Tu vois ce que je veux dire? Mais plus les marchés deviennent irrationnels et plus les gouvernements prennent des décisions irrationnelles vis-à-vis de ces derniers, plus le Bitcoin va se renforcer. Évidemment, c'est évident. Si toi, tu es là, encore une fois, le Libanais, il y a 4-5 ans, qui a acheté du Bitcoin, il est mieux qu'il avait acheté de la lire libanaise, quoi. C'est tout triste, mais c'est comme ça. Donc l'or, ça a cet avantage énorme, et je vous montrerai la relation. Et puis arrivent les actions. Alors là, les actions, nous arrivons en page... 32, non? En page 32, c'est ça. Alors nous avons la page 32. Et alors là, je vais vous montrer les actions selon 3 formes différentes. Alors, celui que vous verrez tous les jours dans le journal, c'est la ligne noire. Ça, c'est l'indice de Paris, qui est l'indice de la Bourse de Paris. Bon. Et vous voyez que vous regardez cet indice noir qui était bas 100 en 1994, là, oui. C'est-à-dire il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Vous voyez, on est monté de 75 à 300 très vite, de 94 à 2000. Là, vous voyez, c'est une sacrée bull market. On appelle ça un bull market. Oui. Et puis, aussi que ça paraisse, quoi, maintenant... il y a eu l'espèce de crack sur les tech. On a pris le crack sur la tech, le crack du marché de la grande crise financière, le crack de l'Europe en 2012... Et vous voyez que on nous explique que la bourse est énormément montée, qu'il y en a que pour les riches et tout et tout. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'indice est plus bas qu'en l'an 2000. Ça fait 25 ans que l'indice monte pas. L'indice. L'indice, oui, bien sûr. L'indice. Mais si vous on est péniblement à là où on était en 98. Voilà, c'est ça. On n'a pas gagné d'argent. Mais l'avantage, c'est que comme tu es propriétaire, tu touches des dividendes. Et si tu réinvestis tes dividendes, ça te donne la ligne bleue ou la ligne rouge. Voilà, alors ça, c'est la leçon 1
l'université de l'épargne, où je vous parle des intérêts composés. Voilà, des intérêts composés et du réinvestissement. Donc vous voyez, dans la plupart des marchés, la plupart des gens qui nous écoutent là, savent peut-être pas, mais si vous touchez des dividendes, vous avez un prélèvement libératoire de 30%, et ensuite vous pouvez réinvestir moins le prélèvement libératoire. Donc ça, c'est la ligne bleue. C'est-à-dire, la ligne bleue, c'est votre rentabilité dividende réinvesti dans l'indice noir. Vous voyez, ça veut dire que vous prenez l'argent, vous ne le dépensez pas en quelque sorte, vous le réinvestissez, mais l'État a pris sa part. Boum. Il a pris ses 30%. Oui, c'est le PFU, c'est l'imposition. Voilà, c'est l'imposition. Et puis la ligne rouge, c'est si vous avez le bonheur, si vous êtes, je sais pas quoi, une université ou j'en sais rien, si vous avez le bonheur de pas payer de dividendes, de pas payer d'impôt sur les dividendes du tout, si vous êtes aux Antilles néerlandaises ou j'en sais rien, c'est la ligne rouge. Donc vous voyez que sur le long terme, le meilleur placement toujours, c'est-à-dire 25, 30, 40 ans, c'est toujours les actions à cause des dividendes. C'est-à-dire quand il y a des crétins en France qui veulent empêcher les entreprises de distribuer des dividendes n'importe quoi, elles veulent empêcher le capital d'être rémunéré, et donc les gens vont envoyer leur capital dans le marché d'à côté où on les embêtera pas, quoi. Oui, mais c'est quelque chose qu'ils ont beaucoup de mal à comprendre. Que le capital doit être rémunéré. Et même au RN, c'est qu'ils disent on va faire le RN en tête, qui est un parti socialiste comme les autres, est quand même en train d'expliquer la plupart du temps qu'ils vont instaurer une taxe sur les dividendes. Mais ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est que le capital est quelque chose de meuble. Donc demain, ils instaurent une taxe sur les dividendes en France. Et bien, ma foi, les ordres iront se passer à Francfort, à Londres ou... ça, c'est ils mettent une taxe sur les transactions. Mais le RN veut mettre une taxe sur les transactions. Ça va tuer le marché de Paris. Ils ont déjà fait ça à plusieurs reprises, ils ont déjà tué... Ça fait tellement de temps qu'ils essayent de tuer le marché de Paris, ils vont finir par y arriver. En s'y mettant tous. Oui, en s'y mettant tous, surtout si on continue à mettre des gars qui n'ont jamais tenu une baraque à frites dans les gouvernements. Alors, maintenant, on arrive... Donc ça, c'est les 4 actifs avec lesquels vous pouvez jouer. Alors, vous avez donc, récapitulons, vous avez donc le cash, les obligations, les actions et l'or. À partir des plateformes modernes qui existent, dont on vous a parlé ici, que ça peut être eToro, ça peut être Swissquote, ça peut être... J'aurais une préférence, moi, très forte pour les plateformes qui sont situées à l'étranger. Parce que je commence à voir un peu partout des choses qui me gênent énormément, en disant que il y a des hommes politiques qui disent, écoutez, la dette française est de 3300 milliards, dans les assurances vie, il y a 2000 milliards, dans le livret A, il y a 700 milliards, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous piquer ça, on vous donnera un papier colorié en disant qu'on vous l'a piqué, bien sûr, qu'on vous le remboursera dans 20 ans, une fois que la situation sera stable, et on vous le remboursera. Et surtout qu'on sera plus au pouvoir, nous, c'est les autres qui devront le rembourser. Voilà, et puis dans une monnaie qui aura bien pris une inflation. Oui, c'est ça, absolument. Et donc, ce que j'essaye de dire, c'est, ils vous piqueront cet argent, et toutes les législations sont déjà au point pour qu'ils puissent vous le piquer. C'est-à-dire que c'est passé avec la loi Sapin 2, c'est-à-dire au début des années de Hollande, ils ont déjà mis au point, c'est-à-dire, ça fait presque... Ça fait 7 ou 8 ans, 10 ans, pas loin de 10 ans. Ça fait 10 ans qu'ils ont mis au point les outils pour vous piquer les choses légalement. Comme ils l'ont fait en Chypre. Comme ils l'ont fait en Chypre, etc. Et, voilà. Et donc je trouve ça tout à fait extraordinaire que des gens qui... Donc, si j'ose dire, ils savent que la situation est désespérée, mais ils le savaient il y a 10 ans, et à la place de traiter ça, ils ont fait passer des lois pour pouvoir vous piquer votre pognon à vous. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire ils ont fait une cavalerie incroyable. Parce que quand même, on a créé 700... 1 milliard d'euros de dette facile, ou même plus. Facile. Mais ce qui m'étonne le plus, c'est que... Donc, ils savent qu'ils sont dans une situation intenable, et à la place de traiter la situation intenable, ils traitent la façon dont ils vont venir pour vous spolier. C'est-à-dire qu'ils la prévoient à l'avance. Mais ces gars-là devraient être en tôle. Enfin, je sais pas si tu trouves pas ça étonnant. C'est comme ces gars qu'en 1940, si tu veux, qui se seraient dit, bon, ben, les Allemands vont être à Paris,
je vais acheter de la bière, quoi, tu vois. Oui, je vais me faire un petit cellier et je vais sécher des cochons. Oui, mais enfin, c'était un poste de gouvernance, on n'attendait pas ça de toi. Voilà, c'est pas ce qu'on attendait d'un gouvernement. Donc, ils prennent des mesures pour pouvoir spolier les gens. Je trouve ça stupéfiant. Bon, ce point étant... Donc, si vous pouvez déposer votre argent dans une banque étrangère... Il y en a plein, Trade Republic, tout ça, ils sont sur des plateformes qui sont en Suisse, ils sont bien... Et il vaut mieux à ce moment-là que vous l'ouvriez peut-être directement en Suisse ou en Allemagne ou en Angleterre ou au Luxembourg, c'est pas des lieux qui manquent. Mais parce que si vous restez dans une plateforme française... La loi française s'applique. Hein. Oui, moi j'ai un peu peur. Bon, pour l'instant, beaucoup de gens sont dans des PEA et on en parle souvent sur le site entre nous parce que, bien sûr, il y a l'avantage fiscal, mais il y a un moment où il va falloir faire le risque, il va falloir faire une évaluation des risques comme les 3 petits cochons. Et si on évalue quand même que la maison est en paille et que le loup souffle très fort, il va falloir passer à une maison en brique, même si ça vous coûte plus d'argent. Le PEA, c'est pas grave si vous y avez, peut-être c'est moins grave, si vous avez que des actions parce qu'elles sont quelque part à vous. Oui, si elles sont nominatives. Si elles sont nominatives. Donc ça, c'est plus mal. Mais la plupart du temps, elles le sont pas forcément. Ce qui veut dire qu'en fait, une banque te vend plusieurs fois l'action. Et si jamais, à un instant T, on dit, bon, ben, on arrête les comptes, toi, tu dois aller chercher ta propriété. Et puis, quelquefois, elle a fait déjà 6 fois le tour de la maison, ton action. C'est tout à fait. Alors, mais par contre, le cash et les obligations, c'est des contrats. Oui. Donc, à ce moment-là, l'État, étant souverain, a le droit de changer les termes du contrat de façon souveraine. Et donc, s'il y a peut-être... Et on ne peut pas compter sur un conseil constitutionnel ou un conseil d'État pour faire quoi que ce soit en termes de recours, hein, parce que si ça servait quelque chose, on serait au courant. Non, mais c'est pas simple. En plus, tu vas pas demander aux criminels de passer un jugement sur les crimes qu'ils ont commis, parce que Fabius, tout ça, ils y étaient dedans jusqu'au cou. Bon, alors, qu'est-ce qu'on essaie de vous dire? C'est-à-dire que votre PEA, vous pouvez peut-être le garder, mais peut-être le reste du portefeuille, il faudrait peut-être le mettre ailleurs. Je sais que c'est peut-être un peu compliqué d'avoir 2 trucs, mais c'est pas tellement difficile compte tenu du fait qu'on fait assez peu. De nos jours, quand même, avec beaucoup de choses qui sont dématérialisées, les plateformes en ligne, vous avez tous un peu l'habitude d'Internet. Faites-vous aider, sinon par un neveu. C'est pas si horrible. Ou une petite fille de 7 ans qui traînerait autour de chez vous, quoi, parce que elles sont en général plus compétentes. Donc, alors maintenant, regardons ces 4 actifs dont je vous ai parlé en page 35. Voilà. Alors là, vous avez les 4 actifs. La ligne rouge, c'est donc ce que vous avez gagné avec du cash. Donc, vous êtes passé de 100 à 111. Et ça, c'est en termes réels. C'est-à-dire, j'ai enlevé l'inflation. C'est-à-dire que sur 30 ans, vous avez gagné 11%, c'est-à-dire rien, avec du cash. Donc, tout ce que vous avez laissé dans le livret A, dans tous ces trucs-là, c'est une façon rapide de ne pas gagner d'argent, quoi. C'est sûr que de 1994 à 2024, si tu es passé de 100 à 111, on peut pas dire que ça soit remarquable. Non, 11%, et en plus l'indice est probablement... Bon, alors la ligne noire, c'est les obligations. Alors tu gagnes... Et attention, c'est un graphique logarithmique sur la gauche. Donc c'est 50, 100, 200, 400, 800. C'est-à-dire que quand vous passez quand vous avez une numérotation de plus, ça veut dire que vous avez doublé. Tu vois, c'est le doublement est de la même taille à chaque fois. C'est ça les graphiques logarithmiques. Donc vous voyez que vous gagnez honorablement votre vie avec les obligations de 1994 à 2000. Vous êtes à peu près à 380, vous avez multiplié votre argent par pas loin de 4, en termes réels, ce qui est bien. Et puis vous avez l'inflation qui arrive, et là vous prenez la gamelle du siècle. Tu vois, on passe de 400 à 198, là, paf. Et puis vous avez l'or, qui gagne bien sa vie. Vous voyez que quand les obligations gagnent bien, c'est-à-dire de la période de 1994 à 2004 à peu près, l'or il fait rien. Puis après le moment où les obligations commencent à être douteuses, l'or se met à monter comme une fusée. Donc c'est une règle que vous devriez toujours, dont vous pourriez vous souvenir, c'est que c'est un peu couillon d'avoir dans le même portefeuille de l'or et des obligations à la fois. Ouais. Parce que quand il y en a un qui marche bien, l'autre marche pas. Sauf si tu cherches à avoir une stabilité complète. Tu peux essayer une vraie diversification. Ouais. Enfin, et puis donc ça vous est l'or. Et puis alors vous avez le vainqueur à long terme, bien sûr, c'est les actions, qui est en bleu. Et vous voyez quand même que
ça vous donne une idée très nette du chaos, ce graphique. Ça part dans tous les sens. Un coup, il y en a qui montent, d'autres qui baissent. Enfin, c'est le merdier total du début à la fin, quoi. Si vous pourrez réussir à tirer des lignes de tendance là-dessus, tu leur fais des prunes. Je leur fais des prunes. Et alors, ce qu'a découvert le monsieur Brown, Harry Brown, dans les années 90, c'est que vous dites, j'y comprends rien, parce qu'il y a déjà un bon début. Je comprends rien à l'économie non plus. Je comprends rien au marché financier. Donc, ce que je vais faire, vous savez quoi, c'est que je vais mettre un quart en actions, un quart en or, un quart en obligations et un quart en cash. Et je remène tout le monde au quart tous les 3 mois. C'est-à-dire que s'il y en a un qui est passé de 25 à 30, paf, tu le remènes à 25. Tu rebalances. Tu rebalances, et de toute façon, à ce que tu sois retourné à 25 régulièrement comme ça. Et ça vous donne un résultat absolument miraculeux que je vous montre en page 41. Vous vous souvenez à quel point c'était le merdier dans le graphique précédent? Oui. Et voilà, du chaos naît l'ordre, comme toujours. Vous voyez, ça c'est un portefeuille français, et on appelle ça le portefeuille permanent, c'est-à-dire que vous touchez à rien, qui monte, qui passe de 100 à quasiment 400 en l'espace de 30 ans, ce qui est très bien. Ça vous fait à peu près du 4% réel. La petite ligne en pointillé, c'est la tendance structurelle de hausse du portefeuille, qui est aujourd'hui à 4% réel. Et 4% réel, donc, vous doublez votre argent tous les 18 ans et vous le multipliez par 4 tous les 36. Je crois qu'on a à peu près le même graphique sur le S&P, si tu tires le S&P. Le S&P, je les ai dans ce bouquin, ouais. Je les ai tous. J'ai le S&P que vous avez là, qui fait du 4% pour le truc. Donc c'est à peu près pareil que le portefeuille permanent suisse, il fait 4% aussi. Ouais, 404. Ouais. Mais en francs suisses. Oui. Qui est monté de 70% par rapport à l'euro depuis 20 ans. Donc si vous, ce que je dis aux gens en rigolant, c'est si vous... vous fatiguez pas les gars, vous pourriez vous arrêter ici, vous faites un portefeuille permanent en francs suisses, et 4% en francs suisses réels, c'est vachement bien. Donc ça, je dis, c'est pour les paresseux qui veulent pas s'inscrire à l'université de l'épargne. Mais c'est probablement, si vous avez envie de vous faire... L'embêtant avec la Suisse, c'est que c'est déjà très bien, mais le voisinage est pas terrible. Tu vois, les voisins autour, c'est moyen. C'est moyen. C'est-à-dire que la Suisse réunie du Pacifique, je vous dirais, ouais, on va pas arrêter de s'emmerder, on va tous se mettre en Suisse. Mais malheureusement, ils ont des voisins qui sont un peu turbulents, quoi. C'est les Italiens, les Français, les Allemands, tout ça, c'est quand même un peu emmerdant. Donc, les Suisses font très bien. Et alors, ce qui me fait le plus rigoler, vous allez en page 47, c'est la Chine, dont tout le monde m'explique que c'est un horrible pays communiste. Ouais, et qu'on va tous mourir. Et ils vont mourir de faim, ils crèvent de faim dans leur et tout, et qui font 4% réel comme tout le monde. Ça veut dire que la Chine est un vrai pays capitaliste comme les copains, qu'ils ont des gars qui disent qu'ils sont communistes au pouvoir, mais en fait, si j'ose dire, c'est plutôt, moi je sais ce qu'il a expliqué aux gens, c'est que la Chine, c'est plutôt aujourd'hui un régime autoritaire, un petit peu peut-être comme celui de Franco dans les années 60. C'est marrant, j'allais dire Franco aussi. Tu vois, Franco, peut-être Pinochet, tu vois, c'est avec un biais capitalistique et faut pas que les gars nous emmerdent. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que maintenant, avec ce petit livre, ça vous fait faire quoi, ça? Ça veut dire que si vous installez le un quart, nous on essaiera de faire mieux dans l'université de l'épargne, parce qu'on va essayer d'exclure ceux qui n'ont qu'une chance. On va pas vous dire, il faut acheter ça, on va vous dire, ça, c'est pas la peine de l'avoir. Par exemple, ça fait 2-3 ans qu'on vous dit, ça sert à rien d'avoir des obligations. Donc, on se met dans tous les machins qui devraient pas baisser, si je veux dire. Parce que repérer ce qui va monter, c'est très dur. Repérer ce qui va baisser, ça allait beaucoup moins. Donc, si tu fais un portefeuille bien diversifié dans des trucs qui ont une bonne chance de monter, tu vas avoir une meilleure performance. Donc, nous, on est excluant, par exemple, les obligations depuis 3-4 ans. On tire plutôt vers 5,2 que 4. Donc, c'est un peu mieux. C'est ce qu'on essaye de faire dans l'université de l'épargne. Mais il n'en reste pas moins qu'avec ces 4 trucs-là, vous pouvez vous dépatouiller pour vous tirer du 4% réel en donnant un ordre de bourse une fois par trimestre. Donc, vous n'êtes pas obligé de rester face à votre écran. Si l'écran devient vert, vous êtes tout content parce que ça veut dire que ça monte. Et si l'écran devient rouge, vous devenez vert parce que ça veut dire que ça baisse, quoi. Donc vous n'avez pas besoin de ça. Mais par contre, vous aurez la valorisation de portefeuille tous les jours.
Donc vous pourrez savoir si ça monte, si ça baisse. Et puis s'il y a un PET qui se passe, c'est peut-être le moment où il faudra faire un rebalancement. Et donc à ce moment-là, vous pourrez faire le rebalancement non pas trimestriellement, mais ponctuellement en disant bon je sais pas, l'or est beaucoup monté, je vais en vendre un peu, je vais acheter le reste. Tu vois, donc ça vous donne une certaine liberté, mais en aucun cas ça n'est contraignant. Mm-hmm. C'est-à-dire que vraiment, si vous apprenez à vous servir de ces machines, et honnêtement, ils ont des espèces de tutoriels qui vous vendent en même temps que vous mettez leur fric là-bas. Et alors la question que les gens me posent, mais une fois que j'ai mis mon fric à qui il appartient? Il vous appartient à vous, ça va sans dire. Et par exemple, Swissquote est détenu par UBS. Bon, si UBS saute, je crois qu'on aura quelques problèmes les uns et les autres, quoi. Ça me paraît. Oui, c'est ça. UBS, faut pas déconner, quoi. Non, voilà, tout est susceptible de sauter dans la vie, mais si on arrive dans un système monétaire où UBS saute, de toute façon, on est tous dans les rues. Donc, on sera tous en train de lécher des cailloux parce qu'il n'y a rien d'autre à bouffer. Voilà. Donc, c'est pas que ce soit. Je veux dire, quand bien même vous garderiez votre pognon. Je sais pas ce que vous achèteriez avec parce que tout serait cassé, quoi. Donc c'est un peu comme de. Donc là, ça serait un scénario la Mad Max, c'est-à-dire une sorte de truc de fin du monde où on irait tous vivre dans les égouts, quoi. Il faut acheter il faut acheter des fusils, quoi. Voilà, des fusils et une ferme à lapins, parce que. C'est ça, il y a que ça. Donc UBS, je crois que très public, est détenu par Deutsche Bank et par je sais pas qui d'autre. Donc la plupart de et ils ont des capitaux propres eux-mêmes. Donc par contre, si vous allez chez Boursorama, je crois que c'est détenu par la Générale. Oui, c'est détenu par la Générale. Donc à ce moment-là, vous prenez le risque. Boursorama a ses fonds propres à elle, mais vous avez le risque Société Générale et le risque français, parce qu'à ce moment-là, le droit français s'applique à Boursorama. Donc, il me semble qu'il vaut mieux. Revolut, c'est détenu. C'est en Irlande, non? Non, c'était à Londres, et maintenant c'est des Lituaniens, je crois. Ah, mais c'est pour la défiscalisation. Mais c'est pas là, le droit français s'applique pas, et c'est très bien aussi, mais ils ont des fonds propres gigantesques aussi, donc ils sont indépendants, mais ils me paraissent pas dangereux. Vous en avez comme ça quelques-uns. Ce qu'on cherche à faire, c'est à ce que vous soyez dans le fond dans un endroit très bon technologiquement, où le droit français ne puisse pas s'appliquer, et où vous avez une garantie solide que le truc va pas sauter le lendemain matin, quoi. En général, c'est ce qu'il faut regarder. C'est exactement pareil quand vous choisissez un ETF. C'est de choisir des ETF qui ont des capitalisations solides. D'abord parce que ça vous assure, et ensuite parce que ça vous assure une mobilité vous-même de rentrer et de sortir. Vous pouvez rentrer et sortir. Donc il faut pas qu'un jour vous soyez sur un truc, une petite plateforme qui vous dit je suis désolé mais je peux pas exécuter les ordres parce que j'arrive pas, quoi. Il faut que j'ai pas les reins suffisamment solides. Bref. Donc ça se trouve, et c'est ce qu'on discute aussi dans l'université de l'épargne avec Léonard. Ça c'est plutôt le domaine de Léonard, mais donc ça c'est très important. Et l'idée c'est que vous pouvez gérer ça tranquillement, et surtout ça vous permet une épargne graduée, c'est-à-dire que comme vous pouvez commencer tout petit, et si vous voulez mettre, je sais pas, 100 € tous les trimestres, je reçois plein d'emails de gens qui me disent mais moi j'ai que 10 000 € d'épargne, qu'est-ce que vous voulez que j'en foute? Et je peux pas acheter des actions. Mais je leur dis mais si, vous pouvez acheter des ETF, vous pouvez appliquer cette technologie. Et puis quand vous aurez un peu plus d'épargne, vous en remettrez dedans, vous le remettrez dedans au fur et à mesure, vous le remettrez à chaque fois un quart. Et puis il y a des choses comme aucoffre.com qui permet d'acheter tous les mois de l'or, avec la possibilité, si tu prends le contrat de LSP, de remettre proportionnellement tous les mois, ce qui te fait aussi une garantie. Donc si vous faites déjà un peu d'or et quelques actions ou ETF intéressantes, vous avez, ma foi, déjà un bon début. Vous avez le début d'épargne. Voilà. Vous avez le début d'épargne. Alors, pour l'instant, je mettrai pas trop d'argent, peut-être ni dans le cash, ni dans les obligations, mais si vous voulez commencer votre épargne en mettant, de l'exemple que tu prends, au coffre. Avec qui on n'a pas de partenariat ou quoi que ce soit. Je vous dis ça, rien du tout. On vous dit ça parce qu'on les a vus, ils ont l'air compétents, mais ils ont un système. Vous pouvez acheter 1 gramme d'or par 1 gramme d'or, qui est détenu ensuite en votre nom, etc. En fait, tu ne payes pas de frais de garde si tu prends cet engagement contractuel tous les mois de racheter ce delta d'or que tu définis en avance. Donc c'est comme si, je sais pas, vous disiez tous les mois je prends l'habitude d'économiser 80 €, et donc et ces 80 grammes d'or, j'en sais rien, vont t'acheter de l'or, et tous les mois tu dois passer l'ordre. Donc si tu le fais
il ne te compte pas les frais de garde de l'or. Si tu ne fais pas, tu dois payer les frais de garde. Voilà, c'est ça. Donc il y a des choses comme ça, et ça veut dire que vous pouvez avoir donc de l'or quelque part et des actions ailleurs, et ensuite vous allez sur un de ces trucs et vous faites votre portefeuille et vous en suivez la valorisation jour après jour. Alors, en raison gardant, parce que comme tu avais donné des ETF Asie, et que la bourse de chinoise, enfin les valeurs chinoises ont un peu dévissé il y a 3 semaines, j'ai eu des gens qui sont arrivés en disant « ça y est, on va tous mourir ». Je dis « je vais vous imposer des stages en Bitcoin pour la volatilité, puisque certains d'entre vous, vous n'êtes pas rationnels. Hein. » Évidemment que les trucs, ça va bouger, mais on pense le temps long, on pense à 5 ans. Alors, c'est un truc très important, ce qu'il vient de dire Emmanuel. Vous prenez, par exemple, moi, j'ai une certaine expérience. En 87, bon, la plupart d'entre vous étaient peut-être pas nés, j'en sais rien. Peut-être que si d'ailleurs. Et en septembre, c'était le 23 septembre, je crois, le 24 septembre, la bourse de New York a baissé de 24% en une journée. Donc, vous êtes là, vous arrivez, vous avez 1000, et puis, pan, vous tombez le lendemain matin, vous êtes à 760, quoi. Ouais. Le stress. Le stress, tu vous dis qu'est-ce qui se passe, c'est la fin du monde, c'est 1929, enfin bref. Donc, grosse malheur la guerre. Et puis, bon, tout ça, j'avais mis plein de cash dans les comptes parce que je m'y attendais un peu, mais regardez maintenant un graphique de la bourse de New York qui remonte à 1960, allez, qui commence, on pourra le montrer si vous voulez. Vous le voyez à peine, le crack. C'est un petit truc comme ça. C'est-à-dire que si vous prenez le temps long, qu'est-ce que vous en avez à foutre? Je veux dire, vous savez que vous allez, avec les dividendes et tout, monter de 5 ou 6% par an. Vous en foutez complètement. Donc, il faut pas que vous regardiez la volatilité au jour le jour. Vous dites, je suis en train de me bâtir un immeuble, je fais les fondations, puis je mettrai le premier étage, le deuxième étage, le toit, etc. Mais vous n'allez pas vous poser tous les jours la question, qu'est-ce que vaut mon immeuble? C'est complètement idiot. C'est un outil que vous bâtissez. Et ce que dit Warren Buffett, qui est très malin, c'est il dit, c'est quand même rigolo, les actions. La plupart des choses, si les prix baissent, vous en achetez plus. Et lui, il dit, quand les prix baissent, les gens en achètent moins. Ils sont un peu couillons, non? Si les prix baissent, et que vous êtes content de ce que vous avez dans votre portefeuille, vous avez, je sais pas, Air Liquide par hasard, allez. Si le prix d'Air Liquide baisse, vous en rachetez. On a un peu ce réflexe. Alors, c'est sûr que si tu vas faire les courses dans ton supermarché et que tu vois que les pâtes... Moins 20%, tu l'achètes. Mais tu as peur dans la vie, dans le marché des actions, qu'il y ait moins 20% parce qu'il y a un énorme loup que toi, en tant que néophyte... C'est pour ça que tu diversifies, que tu as de l'or... Mais tu te dis, OK, l'action Société Générale baisse... Peut-être qu'il se passe un truc, je suis pas au courant. Il y a des mecs qui n'ont pas valorisé comme il fallait. L'action Société Générale, à mon avis. Non, mais les bancaires, faut pas en avoir. Mais ça, c'est une autre question. Parce qu'il y a probablement un loup quelque part. Voilà, c'est pour ça que je prenais du reste cet exemple parce que il y a des loups. Donc, si tout à coup tu vois ta bancaire qui saute, tu te dis oulala, c'est encore un mec qui a mal audité, qui a mal fait le truc, il a rentré une valeur qu'il n'aurait pas dû rentrer. Mais c'est pour ça que deuxième truc, c'est ce que tu dis souvent, c'est que vous n'achetez pas. C'est pas un menu à la carte. Oui. C'est un menu, vous avez salade de carottes, hachis parmentier et compote de pommes. Tu vois, avec un morceau de comté. Mais il faut faire les 4. Il faut faire les 4. C'est-à-dire que vous allez pas... On a quelques-uns dans l'université qui nous ont dit « Oh là là j'ai acheté je sais pas quoi et ça a baissé pendant 3 jours là. Qu'est-ce que je fais? Je leur dis vous avez acheté que ça? Ils me disent oui, j'ai acheté que ça. Je dis c'est couillon parce que un portefeuille qu'on essaie de faire, c'est un machin qui se répond. Ces 4 actifs, comme on l'a vu, c'est un chaos total et à la fin ça vous donne un truc très lissé. On a essayé de vous donner une sorte de martingale, vraiment. Donc si vous la jouez pas et que vous jouez que... Vous allez retomber sur la volatilité des 4. Voilà, donc ça sert à quoi que du cross des carcasses au bout de moment? Exactement. Si vous écoutez pas ce qu'on vous dit, on vous explique, faut faire les 4, et les gens disent j'en ai acheté qu'un, ça va pas du tout. Je dis oui, on t'avait dit d'acheter les 4, donc tu fais quoi? Parce que par exemple, s'ils ont acheté marché chinois au mauvais moment, genre, il a baissé peut-être de 3 ou 4% d'appui, c'est pas bien grave. Et si vous avez acheté de l'or en même temps, l'or il est monté de 5 ou 6, donc à ce moment-là, vous arrivez rien, quoi, il s'est rien passé. Mais si vous avez acheté que le marché chinois et que vous n'avez pas acheté l'or, à ce moment-là, vous avez trouvé un truc, vous dites, qu'est-ce que je fais maintenant? Donc, il faut bien comprendre qu'un portefeuille, c'est comme un écosystème. Si vous achetez une voiture, vous achetez pas juste le moteur.
Vous achetez les roues, les freins, je veux dire, c'est un produit. Ça, c'est un produit. Et encore une fois, je voudrais revenir à ce graphique, à ces deux graphiques qui sont très parlants. Page 35, c'est celui où on montre la performance des 4 trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et vous passez ensuite en page 41, je crois, si mes souvenirs sont exacts. Voilà. Et vous avez un machin qui est parfaitement lisse. Donc c'est ça qu'on cherche, c'est à lisser ce qu'on cherche, c'est à limiter la volatilité. Donc on a un truc ici qui monte à peu près tout le temps. De temps en temps, il prend une petite claque, mais c'est jamais bien gros. Et ça vous donne du 4% réel par an. Et je serais bien surpris si la plupart des gens qui sont dans un emploi salarié ici et qui nous écoutent avaient eu des hausses de salaire de 4% réel. En réel, ça veut dire sans inflation. Ça veut dire que si vous épargnez selon cette méthode, dans 30 ans, votre épargne aura sans doute beaucoup plus monté que votre revenu. Oui. Puisque le revenu, il va suivre le PIB, il va suivre l'enrichissement ou la perte de richesse de la France. Donc là, c'est un machin qui vous permet de dormir la nuit et de laisser de capitaliser doucement, et vous avez jamais d'émotion, quoi. Imaginez que vous perdiez votre boulot. Bon, vous êtes là, vous perdrez votre boulot quand les marchés se sont pétés la gueule parce qu'il y a une récession épouvantable, comme en 2012 par exemple, en 2000 là. À ce moment-là, les actions auront baissé de 60%. C'est le moment où vous allez devoir vendre, parce que c'est le moment où vous aurez besoin de fric pour vivre. Vidéo jusqu'à la fin, et surtout n'hésitez pas à vous abonner et à activer toutes les cloches de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont venir et qui pourraient vous intéresser. Partagez avec nous vos avis et impressions dans la section des commentaires, et on va se dire à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous super bien.